Bonjour à tous et bienvenue dans cette décryptage. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de passer outre les grands discours politiques et les titres accrocheurs de la presse pour comprendre ce que cachent réellement les statistiques officielles de l'emploi publiées en ce mois de mai 2026. C'est un sujet absolument passionnant parce qu'en grattant un peu le vernis de ces chiffres, on obtient une radiographie parfaite de notre société et de ses évolutions. Alors plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Au programme de cette analyse, on va passer en revue 6 points clés. Les chiffres du chômage, le mystère du marché, les publics les plus touchés, le fameux halo du chômage, les politiques d'emploi et pour finir, la qualité de ces emplois. Première partie, les chiffres du chômage. Regardons un peu sous la surface. Le contraste historique est tout simplement saisissant. Il faut se rappeler qu'à la suite du premier choc pétrolier de 1973, le taux de chômage national était considéré comme faible, puisqu'il n'excédait même pas la barre des 4%. Et là, boum, au premier trimestre 2026, on affiche un taux de 8,1% de la population active. C'est le plus haut niveau enregistré depuis 5 ans, avec une hausse notable de 0,7 points, rien que sur un an par rapport à 2025. Et pour bien ancrer cette réalité, gardons ce chiffre massif en tête. 2,6 millions. C'est le nombre ahurissant de personnes officiellement considérées comme chômeurs en France aujourd'hui, et ce, en se basant sur les critères ultra stricts de l'INSEE et du Bureau international du travail, le BIT. C'est vraiment la donnée brute de référence autour de laquelle s'articulent toutes nos politiques nationales. Deuxième point, et c'est là que ça devient fascinant, le mystère du marché du travail. Quand on observe la trajectoire depuis 2017, c'est en apparence une vraie réussite. On partait de loin avec un taux à 9,5%. Puis, toute une série de réformes et d'ordonnances sont venues flexibiliser le code du travail pour booster les embauches. Et sur le papier, l'illusion a parfaitement fonctionné. La baisse a été constante, 7,0% en 2023, puis on est descendu à 6,8% fin 2024. C'est exactement cette dynamique, perçue comme ultra positive, qui a monopolisé le débat public. Mais face à une telle baisse, célébrée en grande pompe pendant des années, il y a forcément une question qui vient à l'esprit. Où est le piège? Quel est le coût caché de cette fameuse flexibilisation et comment expliquer ce rebond soudain à 8,1% en 2026? Ce qui nous amène à notre troisième partie, l'identification des publics les plus touchés. Les données de 2025 illustrent brillamment, mais cruellement, une inégalité générationnelle très profonde. D'un côté, on a les adultes de 25 à 49 ans avec un taux de 6,9% et les plus de 50 ans qui résistent plutôt bien à 5,0%. Mais de l'autre, c'est la douche froide pour les jeunes. La tranche des 15-24 ans se prend de plein fouet un taux stupéfiant de 19,8%. On parle de quasiment un jeune actif sur 5 sur le carreau. Ça montre à quel point il est devenu difficile de s'insérer durablement sur ce marché. Et malheureusement, la liste des laissés pour compte ne s'arrête pas là. Les femmes, ainsi que les jeunes résidant dans les quartiers sensibles, restent lourdement pénalisées, ce qui explique d'ailleurs le maintien d'aides ciblées comme les emplois francs. Ensuite, le diplôme agit comme un filtre absolument implacable. On frôle les 14,7% de chômage pour les personnes s'arrêtant de brevet, contre à peine 5,3% pour celles issues de l'enseignement supérieur. Enfin, l'enlisement est un vrai fléau. En 2025, plus de 23% des chômeurs le sont depuis plus d'un an, et près de 10% ont dépassé la barre critique des 2 ans d'inactivité. La baisse globale dont on parlait tout à l'heure masque en fait une société hyper fragmentée. Quatrième partie, et c'est sans doute le cœur du problème, le halo du chômage. C'est un concept purement bureaucratique, mais il est crucial de le comprendre. Le halo du chômage, ce sont toutes ces personnes sans emploi qui ont envie de travailler, mais qui, par découragement total face au marché, ne sont plus en recherche active. Et c'est là que le système est malin. Dès l'instant où votre recherche n'est plus qualifiée d'active, vous vous évaporez purement et simplement des statistiques. Le résultat direct, ça fait baisser artificiellement le taux de chômage qu'on voit aux informations. C'est là qu'on observe une vraie dissonance. D'un côté, l'INSEE et le BIT appliquent des critères ultra stricts qui éjectent les travailleurs découragés de leurs calculs. De l'autre, on a la réalité du terrain mesurée par France Travail. Si on regarde les catégories B et C, on dénombre 2,4 millions de personnes en activité réduite ou à temps partiel en 2024. C'est littéralement l'explosion du sous-emploi. On parle de temps partiel subi, de petits CDD, d'intérim, de contrats d'apprentissage. Tous ces contrats ultra précaires font baisser les chiffres officiels le temps d'une mission courte, mais n'offrent aucune stabilité, ramenant très vite les gens à la case départ. Pour remettre un peu d'humain derrière ces chiffres froids, cette citation issue d'une récente analyse résume tout. Leur situation ne s'est pas arrangée, mais ils ne se considèrent plus comme chômeurs aujourd'hui. Face à un marché aussi dégradé, beaucoup de gens jettent tout simplement l'éponge et arrêtent les démarches, gonflant en silence ce fameux halo invisible. Passons à la 5e section, comment les politiques d'emploi et le budget de l'État répondent à cela. Focus sur un dispositif devenu incontournable, la rupture conventionnelle. L'idée de base est séduisante, c'est une séparation à l'amiable d'un CDI qui ouvre direct les droits au chômage.
Mais attention au paradoxe. Les bénéficiaires de cette procédure ont beau être souvent plus qualifiés, ils ont tendance à rester au chômage bien plus longtemps que ceux ayant subi un licenciement classique. Et financièrement, c'est un gouffre. 9,4 milliards d'euros. C'est le coût colossal des ruptures conventionnelles aujourd'hui. L'utilisation de ce dispositif a explosé de 17% depuis 2019 et ça siphonne carrément 26% du budget global des indemnisations, une véritable hémorragie pour l'assurance chômage. Résultat des courses, le gouvernement adopte une stratégie à deux visages. D'un côté, c'est le mot d'ordre de la sobriété budgétaire. On serre la vis en réduisant drastiquement la durée maximale d'indemnisation à 15 mois pour les moins de 55 ans. Et de l'autre, on tente d'éteindre l'incendie avec des plans hyper ciblés, comme le plan Emploi Futur de mai 2026, pour relancer l'embauche des jeunes de 16 à 25 ans, ou encore la stratégie Engager son entreprise, pensée pour combattre les clichés liés à l'âge et remettre les plus de 50 ans sur les rails de l'emploi. 6e et dernière partie, la qualité de ces fameux emplois créés. C'est le vrai bilan de cette course à la flexibilité. Oui, la quantité de travailleurs actifs a gonflé, on a fait exploser les contrats courts, l'apprentissage et le temps partiel. Mais à quel prix ? Celui d'un sacrifice total de la qualité. Manque criant de sécurité, perspective de carrière au point mort, absence cruelle de formation continue et des conditions de travail toujours plus instables. En vérité, la belle baisse du taux de chômage depuis 2017 masque des inégalités profondes et ne sert qu'à camoufler un marché du travail devenu totalement dégradé. Et c'est exactement pour ça qu'il faut terminer ce décryptage avec une vraie réflexion. Le retour à l'emploi, c'est bien beau, mais à quel emploi ? Ça ne sert absolument à rien d'abaisser les chiffres officiels si on crée des jobs précaires qui ne garantissent aucune sécurité de vie. L'avenir de nos politiques de l'emploi ne peut plus seulement se mesurer au volume de postes générés. Il faut impérativement revoir la qualité de ces emplois, avec de vraies perspectives et de vraies conditions de travail. Une vraie question à méditer.